L'éducation reste l'un des piliers fondamentaux de toute société qui se veut développer ou qui aspire au développement. Eh bien, c'est ainsi que Écho du Togo, dans ce nouveau numéro, commence à se questionner sur ce que pourrait représenter l'éducation togolaise pendant que le Togo amorce une 5e république dans laquelle plusieurs promesses sont faites dans le sens du développement à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo, chargé de se projeter un peu sur ce que pourrait ressembler l'éducation togolaise, sinon les défis qui attendent la 5e République. Et pour en parler, je suis au plateau avec Horus Donkouvi, qui est journaliste, analyste politique, surtout très passionné des questions d'éducation. Horus, bonjour. Bonjour Roger, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Eh bien, Horus, avant d'entamer ce grand sujet, déjà, vous êtes au courant, tout comme bon nombre de téléspectateurs d'ailleurs, que récemment, le ministre Kokoroko de l'Éducation a révoqué un proviseur dans ses fonctions pour avoir dénoncé des bâtiments en mauvais état qui représentaient quand même des dangers pour les apprenants. Est-ce que vous avez compris cette décision du ministre de l'Éducation? Bon, mais personnellement, j'avoue ne pas l'avoir comprise pour la simple raison que c'est quelque chose qui est su. Alors, l'ironie peut-être de l'histoire, c'est que le monsieur qui est le responsable de l'établissement, il va être interrogé par un journaliste. Le journaliste, c'est un journaliste européen, on va dire français. Sauf que le journaliste français, lorsqu'il vient faire son investigation, il l'a fait pas comme ça. Il l'a fait parce qu'il s'est renseigné. Et donc, si vous voulez, le directeur a été puni pour avoir dit quelque chose qui est su par un responsable qui, comme on le sait, non, c'est comment dirais-je, une mode des États africains, ira quand même demander un ensemble d'aides à des pays dont feront partie le pays de celui qui est venu poser la question au directeur. On ira demander des aides à la francophonie, des aides à l'UNESCO, des aides ainsi de suite, pour pouvoir restructurer nos établissements. Donc c'est des choses qui sont suivies. C'est pas ignorer que on a des problèmes au niveau de nos établissements. Mais apparemment, ce qui lui est reproché, c'est le fait qu'en tant que l'un des personnalités un peu plus gradées, je veux dire, du côté de l'éducation, on lui reproche un droit de réserve. Est-ce que vous comprenez qu'à la fois, comme vous le dites, fois on doit faire un reportage qui permettrait quelque part d'aller demander du financement et dans le même temps, il doit avoir un droit de réserve, c'est comment? Moi, la question que j'aurais posée, c'est que, est-ce que le droit de réserve est stipulé dans le contrat qu'il y a avec cet homme-là? Si vous êtes quand vous rentrez dans une société, généralement, c'est stipulé dans le contrat. Si vous devez avoir un droit de réserve, c'est stipulé. Est-ce que c'est stipulé ce type de droit? C'est pas la première fois qu'un chef d'établissement ou qu'un parent d'élève ou je sais pas un élève dénonce l'état de nos établissements. L'état de nos établissements, il suffit tout simplement de se lever et d'aller voir. Si on a fermé le lycée Agbalé-Pédo, il y a bien une raison. On n'a pas besoin de sortir de Lomé pour voir l'état de décrépitude des établissements. Après, comment dirais-je, j'ai suivi des interventions. On dit, d'une certaine manière, on dit, tais-toi, c'est en cours de résolution. Sauf que le responsable de l'établissement, même si c'est en cours de résolution, lui, il réagit parce qu'il ne voit pas les résolutions aboutir. Donc, bon, personnellement, je trouve que je peux comprendre un certain type de sanction, mais évincer le monsieur parce qu'il a dit quelque chose qui est d'une évidence facilement on peut l'approuver je vois pas pourquoi. D'accord. Oui. Alors, l'année dernière, en 2023, justement, le ranking des universités a classé l'éducation togolaise, même si on s'appelle des universités, a classé l'éducation togolaise parmi les meilleures en Afrique, notamment sur les 200 meilleures universités qu'il y a en Afrique. Le Togo revient à 131e place, ce qui classe évidemment le Togo parmi les meilleures universités de la sous-région. Est-ce que ce classement vous satisfait, vous, par rapport à ce que vous voyez avec vos yeux sur le terrain? Alors, on a le classement, je le respecte. Je suppose que les personnes qui l'ont établi l'ont fait avec
toute la rigueur de leur expertise. Mais après, moi qui suis togolais, qui vois ce qui se passe, je remarque juste que, comment dirais-je, on a beaucoup de chômage, qu'on a des formations parfois qui sont en inadéquation. C'est pas en adéquation avec ce que les entreprises souhaitent. Oui. Et aussi, je remarque que on a des étudiants certes qui ont des diplômes, Oui. Mais qui parfois ont des problèmes de niveau. Il faut quand même avoir l'humilité de le reconnaître. Justement, nous allons revenir sur ce sujet-là tout à l'heure, mais toujours restant dans la logique des infrastructures. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est peut-être pas la façon dont l'université de Lomé a été enjolivée ces dernières années, les grands travaux? Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi qui a joué? Parce que qui parle d'une éducation en bonne et due forme parle aussi des infrastructures. Est-ce que ça n'a pas joué quelque part en faveur de ce classement? Bon, mais alors, en toute humilité, il faut quand même reconnaître que elle est bien l'université actuellement par rapport à ce qu'elle fut. Il faut quand même reconnaître, c'est-à-dire bon, du goudron, on a décoré, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où doit se situer la mesure, c'est que, si vous voulez, ce que on a fait à notre université actuellement en termes d'infrastructure est ce qui est le b.a.-ba de ce qui devrait être. Et c'est parce que nous étions en retard et que cela a été fait qu'on estime que c'est un progrès. Mais en réalité... C'est-à-dire, ça ne méritait même pas d'être célébré, c'est ça? Parce que... Mettons que, on peut le célébrer, mais avec de la mesure dans le sens où il y a encore énormément à faire. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour l'université de Lomé n'est pas fini. Il faut accentuer. Il faut le faire pour l'université de Kara. Et puis, d'une certaine manière, il faut voir pour chaque région comment on arrive à mettre un établissement d'études supérieures, parce que si vous voulez, ce à quoi on assiste au Togo parfois, c'est une fuite, c'est un genre d'exode rural. Vous faites des études à l'intérieur du pays, vous obtenez votre bac, vous êtes condamné à venir à Lomé ou venir à Kara. Et finalement, vous dépeuplez carrément des zones, alors qu'elles ont besoin de votre expertise pour se développer. C'est-à-dire ceux qui vont avoir leur bac à Sokodé, ceux qui vont avoir leur bac à Kpalimé, ceux qui vont avoir leur bac à Tapamé, ainsi de suite. À un moment, ils quittent ces villes-là pour aller soit à Kara, soit à Lomé, le plus souvent à Lomé. Mais le problème, c'est que quand ils finissent leur cursus, ils ne retournent pas dans leur ville d'origine. Ce qui fait qu'en réalité, d'une certaine manière, leur ville ne se développe pas. Donc, en réalité, dans chacune des régions, il faut pouvoir fixer les compétences de façon à ce que ces compétences puissent développer les localités. C'est à ça, à mon sens, qu'aurait dû servir en partie la décentralisation. Sinon, on rentre dans un cercle vicieux où on a des gens qui viennent, qui finissent leur cursus, qui s'établissent dans la ville au détriment des régions qui doivent normalement développer. Alors, vu que nous parlons toujours des questions d'infrastructure, avant même d'aborder les questions d'orientation qui vous sont très chères, parce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure, et moi, je voudrais faire remarquer que le Togo a quitté depuis un bon moment l'approche par objectif, ce qu'on appelait autrefois APO. Pour l'AP, c'est l'approche par compétence dans le système éducatif. Et l'approche par compétence nécessite quand même des infrastructures. Alors, non pas seulement l'approche par compétence nécessite des infrastructures, mais ça nécessite aussi des outils didactiques que les enseignants n'ont pas. Il faut des livres. Il faut des bibliothèques. Il faut que comment dirais-je, les intellectuels togolais soient mis à contribution pour pouvoir transmettre la connaissance, ce qui ne se fait pas. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que, dans nos établissements, on forme des compétences avec la prétention de pouvoir assumer la concurrence mondiale qui est effective actuellement. La vérité, c'est que très tôt, dès les classes de maternelle et primaire, cet élan est sabordé parce que justement, il n'y a pas d'outils didactiques, il n'y a pas d'infrastructure et parfois, il n'y a pas de, comment dirais-je, de recyclage. Et donc, si vous prenez dans d'autres systèmes, je donne un exemple, le livre de sciences, le livre d'histoire, géographie, vous verrez que dès la classe, parfois dès l'âge de 7-8 ans, on inculque à l'enfant un certain type de valeur, un certain type de connaissance. Ce qui n'est pas fait chez nous.
Nous n'avons pas ces outils didactiques. Vous allez prendre un élève, vous pouvez prendre un élève du collège. Si vous demandez les capitales de certains pays, il ne sait pas où les placer. Si vous demandez, je sais pas, ce qu'est peut-être le système solaire, la Voie lactée, il y a certains qui savent pas ce que c'est. Si vous leur demandez leur rapport par rapport à un monde qu'ils doivent normalement explorer quand ils vont être un peu plus âgés, ils n'ont pas ce rapport-là. Ça pose une autre question quand même fondamentale. Est-ce que le Togo a une politique d'éducation qui est très claire et très propre à lui? Alors, pour pouvoir faire, à mon sens, pour pouvoir faire une politique d'éducation claire, il faut que vous soyez clair sur les projections que vous avez pour le pays. Quand par exemple la Chine est première puissance mondiale actuellement, ça part de loin, ça part de Mao. C'est une projection. Et Deng Xiaoping, à un moment, met en route cette projection. C'est des projections sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un investissement. Vous prenez la place de la France actuellement, la place des États-Unis actuellement, la place du Japon actuellement, la place de la Corée actuellement. Ce sont des projections. Pour que les gens comprennent, je le disais sur un autre média, le Vietnam en 75 était sous les bombes. En 1975, Américains. Voilà, il y avait une embellie économique en Afrique, en 75, le Vietnam était sous les bombes. Actuellement, le Vietnam fait partie des figures des têtes de en ce qui concerne la fabrication de véhicules électriques. On parle même d'usines vietnamiennes qu'on installerait aux États-Unis pour engager des Américains. C'est vous dire l'ironie de l'histoire. En 1960-63, la Corée était en ruine. La Corée du Sud. La Corée du Sud était en ruine. C'est une projection. Donc, et le Ghana était même devant la Corée. Était devant la Corée. Donc, le souci avec le programme éducatif, c'est que pour que vous puissiez élaborer un programme éducatif ambitieux, il faut déjà que vous ayez une projection claire de ce que vous voulez devenir dans 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire sur 1, 2, 3 générations. C'est assez simple. Je vais donner une image pour que les gens comprennent. Celui qui crée son entreprise. Parce que je vais citer deux cas. Celui qui crée son entreprise et qui estime que son enfant doit avoir les compétences nécessaires pour reprendre son entreprise et poursuivre la croissance de cette entreprise, n'encadre pas son enfant de la même manière que celui qui prend l'entreprise, siphonne de l'argent dans l'entreprise et espère pour son entreprise, espère pour son enfant qu'il puisse travailler pour une grosse boîte qui sera ailleurs. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, dans le programme éducatif togolais, par exemple, je donne un exemple quand on prend les secteurs de la santé. Par exemple, on veut combien de médecins dans 5 ans? Il faudrait qu'on définisse là. Combien de médecins on veut dans 10 ans? Parce que si vous voulez des médecins, si vous voulez, par exemple, assurer le quota de médecins que vous avez, le quota d'ingénieurs que vous avez, le quota de techniciens que vous avez, mais attention, ce n'est pas à partir du campus que vous commencez à les former. C'est à partir des maternelles. C'est l'erreur que beaucoup font. C'est que, on a l'impression que dans le système éducatif, tout le monde se dit, OK, d'accord, on va rattraper au niveau de l'université. Non. Ça commence dès les maternelles, dès l'encadrement des maternelles, dès l'encadrement des primaires. C'est là où on va susciter les vocations. C'est là où on va donner, aux enfants, on va booster l'esprit créatif et critique des enfants. Ce que nous on fait, c'est l'inverse. Mais très souvent, lorsqu'on voit le budget d'État, chaque fois qu'on voit le budget d'État, les questions d'éducation ne prennent pas une bonne part du budget annuel de l'État. Alors que ça, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Parce que si on vous comprend, apparemment, c'est la partie même qui devrait prendre C'est la partie qui devait prendre le plus. C'est un crime. Si on pense vraiment au développement du pays. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous ne formez pas, vous n'aurez pas les compétences nécessaires pour gérer. C'est comme tout à l'heure, je donne l'image de ce monsieur qui a une entreprise et qui rêve la succession pour son entreprise, que cette entreprise croisse. Mais si vous n'encadrez pas votre enfant, si vous ne le mettez pas dans les meilleures écoles, si vous ne suscitez pas chez lui la vocation,
la créativité, le sens critique qui lui permet de reprendre votre entreprise, de la pérenniser, de pouvoir la transmettre à la génération qui suit. Mais c'est que je ne sais pas, c'est que vous, en réalité, vous ne croyez pas en l'entreprise qui est la vôtre. C'est-à-dire, si vous créez une entreprise, vous ne rêvez pas pour votre enfant, si vous êtes sûr, vous croyez en ce que vous avez, en votre investissement, vous ne rêvez pas pour votre enfant d'aller travailler pour les autres. Mais qu'est-ce qui justifie alors le fait que les gouvernements ne mettent pas assez de moyens pour ça? Ont-ils intérêt à ce que les gens demeurent dans l'ignorance? Le problème de nos gouvernements, je pense, c'est que c'est la volonté de se conformer. Alors, si vous voulez, il y a deux gros problèmes. Il y a la volonté de se conformer. C'est-à-dire que, grosso modo, on est dans un genre de dynamique mondiale où, pour bénéficier d'aides ou de subventions, vous devez vous conformer. Vous devez respecter une certaine, canevas qui est dessiné, une certaine orientation. Alors que, en réalité, le souci d'indépendance vous impose parfois de sortir de ce canevas-là et de prendre des initiatives. Je suis pas sûr que le programme chinois est le même que le programme français, ou que le programme scolaire français est le même que le programme français, que le programme scolaire américain ou canadien. Alors que nous, le nôtre, on est obligé de se conformer. On n'est pas, je peux vous prendre, je peux vous prendre des chapitres, des chapitres banals, vous les détaillez, vous remarquerez que non, que on n'est pas dans l'édification de nous-mêmes, on n'est pas dans la fierté de nous-mêmes, on n'est pas dans la créativité qui puisse nous permettre de nous projeter. Bon, Sissoko, le Togo n'est pas seul, c'est quand même surtout le système francophone de façon générale. Je dirais que c'est le système francophone, mais j'ajouterais aussi le système anglophone. Même si les gens parfois ils sont, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Il n'y a pas de bon colonialisme. C'est-à-dire, tant que ce système-là ne vous permet pas d'être foncièrement indépendant et d'être authentique par rapport à vos projections, pour moi, ce système ne vous correspond pas. Et le souci, c'est un peu cela. C'est-à-dire que on doit se réinventer. C'est quoi? Je vais donner un exemple banal. Il y a la problématique du climat. Mais ceux qui ont à la base l'expertise première de la construction en terre, c'est nous. C'est pas ce qui a appris à nos élèves. On leur apprend la construction avec le béton. L'agriculture, c'est quelque chose qui devrait être développé, mais c'est plutôt quelque chose qui est négligé. Où est notre université technique? Où sont nos outils didactiques? Où sont nos bibliothèques dans nos établissements? Nous sommes en 2024. Dans nos établissements majeurs, nos établissements, ce qu'on qualifie de nos meilleurs établissements, vous n'avez pas de bibliothèque. Est-ce que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diplômés, mais qui sont pas compétents, ou bien il y a d'autres facteurs qui jouent également? Alors, le diplômé, ce qu'on lui octroie, c'est de l'instruction. Donc, mettons que il a un savoir, un certain nombre de connaissances qui lui permettent de s'approprier le monde. Et on le lui octroie. Cela ne sous-entend pas que ce savoir qui lui est octroyé, même s'il a un papier, il sait comment l'utiliser pour se fondre et aller acquérir ce dont il a envie. C'est un peu ça le souci. Donc oui, on va avoir énormément de diplômés. Ça c'est vrai. Maintenant après, est-ce que ils sont formés de façon à ce que ils puissent arracher les projections que l'on souhaite pour le Togo? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est du côté de la formation toujours que tout ça se joue. C'est-à-dire, en fait, en réalité, si vous voulez, je donne un exemple encore. Je reviens encore avec cet entrepreneur qui forme son enfant. C'est une chose de former son enfant et de lui montrer comment gérer une entreprise. C'est une chose de savoir pourquoi. C'est une autre d'inculquer à l'enfant des valeurs qui font qu'il doit développer cette entreprise. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, est-ce que la formation est faite de façon à ce que intrinsèquement, les jeunes Togolais puissent s'approprier le pays et le rêver en termes de développement.
C'est là où on se saborde. Parce que si vous formez, je sais pas, une quantité d'étudiants et que leur rêve c'est de quitter le pays pour aller faire leur carrière ailleurs, qui ne sont pas absorbés par les entreprises qui sont ici, et pire, que les entreprises qui sont ici, les meilleures, ne sont même pas togolaises. Parce que c'est ça aussi. Les entreprises, les gens vont sortir des universités. Les entreprises dont ils rêvent pour faire carrière, c'est pas les entreprises. Pas au pays. Ils n'appartiennent pas au pays. Parce que justement, on est incapable de leur montrer une entreprise du pays qui de façon séculaire ou sur 50 ans, a fait du bénéfice, est noble, donne des résultats probants. On n'en a pas. Il y en a pas qui fassent vraiment rêver, quoi. Bon, alors, dans ce sens, puisqu'on parle de formation, on se rappelle que le Togo, après la période des indépendances dans les années 70, etc., était reconnu comme étant un pays de grands intellectuels qui envoyaient, même qui exportaient des enseignants qui allaient former dans des pays comme le Gabon, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons encore de ce type d'enseignants? Alors, personnellement, je doute. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est une hypothèse. Les gens dont vous parlez, qui étaient des années 60-70, ce sont des gens qui ont été formés par des gens qui sont nés en 40-50. Donc, ce sont des gens ils ont été formés par des gens qui ont fait l'école coloniale. Et l'école coloniale formait pour les cadres coloniaux. Et donc, il y avait une rigueur actuelle. Si vous prenez un monsieur du CE ou du CM de cette époque, et que vous le mettez en termes d'écriture, en termes c'est compliqué. Même si vous mettez un collégien de notre génération, c'est compliqué. Maintenant, notre génération, celle qui est la nôtre, ceux qui enseignent, c'est les gens des générations 90, 2000. C'est une génération où beaucoup de gens sont rentrés dans l'enseignement par nécessité, pas par vocation. Avec les lacunes que l'on connaît de l'époque. Parce que c'est l'époque de la crise, c'est l'époque de la conférence nationale, c'est l'époque de, des privations de subventions et ainsi de suite et tout ça. Donc beaucoup de gens se sont engagés, même nous qui sommes grands maintenant et qui avions des professeurs à l'époque, nous avions des gens qui enseignaient, mais on sentait très bien que ils le faisaient pas par pur bonheur, ils le faisaient par nécessité. Et donc le souci avec notre système actuellement, c'est que oui, ils formaient des gens, mais vous ne suscitez pas des vocations. Les gens, ils vont au campus, ils cherchent là où ils vont manger. Alors si tu fais ça, ça va aller. Il prend son diplôme et après il rentre dans un métier sans conviction. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes mais qui ne font pas le travail pour lequel ils ont eu leur diplôme. Alors Horus, au terme de tout ça, et si vous êtes demandé par exemple en 30 secondes d'essayer de lister les grands chantiers sur lesquels le président de la République, sinon la nouvelle République est attendue, en 30 secondes, quels sont les axes sur lesquels on peut attendre le gouvernement? Le grand chantier, ça serait une réforme profonde du programme en fonction de nos paradigmes et en fonction des projections de ce que l'on veut pour le Togo sur les 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Si on estime que non, le Togo, ça va être le premier pays en médecine et en mathématiques, il faut qu'on puisse s'asseoir et se dire, OK, d'accord, qu'est-ce que l'on fait pour que le Togo, dans 10, 20, 30 ans, soit premier en mathématiques? Parce que c'est possible. OK. Ensuite, il faut qu'il y ait, à mon sens, un genre de conférence, un genre de regroupement où tous les acteurs de l'éducation sont mis à contribution pour fournir des outils didactiques qui soient dans le sens de la projection, dans le sens de faire rêver, dans le sens de magnifier nos connaissances. Une assise nationale de l'éducation. Et il y a encore un autre point. Et le troisième point, ce serait les infrastructures. Notre école, comment on la rêve? Nos infrastructures scolaires. Est-ce qu'on va faire toujours le même système, l'école que l'on a connue depuis l'époque coloniale, on va la construire de la même manière? École sans gymnase, sans terrain de sport, sans salle informatique, sans bibliothèque, sans activités ludiques et pédagogiques pour les enfants. Actuellement, nous sommes dans un monde où, dans d'autres pays, l'enfant du bas âge, on lui apprend la programmation informatique, on lui apprend la conception mécanique, on lui apprend l'IA, nous, on a besoin de ça.
On a besoin de ça. Au risque d'un Covid, j'aurais aimé prolonger ce débat avec vous parce que, comme je l'annonçais dès le départ, c'est votre passion, les questions d'éducation, mais on reviendra là-dessus, Dieu le voulant. Merci d'être passé ici, et comme d'habitude. Eh bien, à vous, je dis tout simplement que Dieu bénisse le peuple togolais et c'est un plaisir pour moi de passer du temps en votre compagnie. À la prochaine.